Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Merci d'être toujours plus nombreux et plus nombreuses sur la chaîne, sur Synapse TV qui, je vous le rappelle, a pour vocation d'évoquer la santé mentale dans le sens le plus large possible. Et nous le faisons volontiers, tous autant que nous sommes ici présents avec et très heureux de la retrouver parce que je sais qu'elle vous a manqué, Nathalie, qui est notre psychiatre préférée. Et il en manque une. Vous savez qu'en général, j'ai pour habitude de dire tic et tac. Il y a Nathalie qui est là et Véronique que nous aurons dans la prochaine émission qui nous fera le plaisir d'être parmi nous, à côté de Nathalie. Emmanuel, merci d'être là. Avec plaisir. Et bienvenue, merci. Alix, toujours en lien avec les jeunes. Toujours. Ça va, c'est pas trop difficile d'être avec les jeunes tout le temps? Non, parce que c'est bien, elle a été sympa, Merci. David, ça me fait très plaisir de te voir enfin parmi nous. Très plaisir. Mais Marc, je pense que tu as la mémoire courte, hein, on se voit très fréquemment. Mais oui. Merci David d'être là. Et Céline, qui est, je le rappelle, médecin et médecin du travail, et qui nous a fait le plaisir d'être là aussi. Bonsoir Marc. Merci Céline d'être là. Nous allons recevoir aussi 2-3 invités qui vont être en duplex avec nous dans quelques minutes. Vous vous souvenez, on a évoqué le stress surtout et l'anxiété. Et je discutais justement avec Nathalie avant que l'émission ne démarre sur le stress dont on parle beaucoup. C'est un terme qui est utilisé en long, en large, en travers, à bon escient et à mauvais escient parfois. Et l'anxiété qu'elle a voulu mettre un peu en marge, c'est pas du tout le même panier. Vous vous souvenez de l'émission avec notre référent chercheur Frédéric de Saclay, qui nous a bien expliqué que c'était pas la même chose et que dans le règne animal, aussi bien que nous, mammifères que nous sommes, ce sont deux choses qui sont bien décorrélées. Donc Nathalie me disait, il y a quelques minutes, elle me disait, il faudrait qu'on fasse quelque chose plus axé sur l'anxiété, même si tu vas brosser, je crois, un petit peu, tu vas effleurer quand même quelques petites notions autour de ça. Mais aujourd'hui, on va vraiment être concentré sur la notion de stress. On a évoqué donc les témoignages lors d'une émission. Ensuite, on a essayé de vous donner un regard d'expert sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, dans notre corps, autour de ce stress et de cette anxiété. Et aujourd'hui, on va essayer d'évoquer les solutions. Alors, les solutions, on ne va pas en une heure vous donner l'ensemble des solutions qui existent sur cette planète. Ça mettrait bien trop de temps. On va essayer de vous donner quelques solutions accessibles. Et si ça pouvait devenir une pandémie, ce serait sympa, parce que ces solutions, elles fonctionnent en réalité. Donc, on va avoir du mal après à dire « Tiens, je ne comprends pas, je suis encore stressé ». Mais tu as fait des exercices? Ah ben non, je ne les ai pas faits. Donc là, ça ne servirait à rien finalement que chacun ici présent nous donne toutes ces solutions. Et c'est important de réaliser qu'il y a des solutions. Et je pense, il faudrait peut-être un jour qu'on en parle de ça. Quand on va sur Insta, sur les réseaux, etc., il y a énormément de témoignages sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire. Il faut se lever tôt, non, il faut se lever tard, il faut faire du sport à telle heure, il ne faut pas manger ci, il faut être sur les téléphones. En tout cas, tout le monde, absolument tout le monde, il y a un nombre d'experts incalculable sur les réseaux, et ces experts ou prétendus donnent tout un tas de solutions. Certaines sont certainement très bonnes, d'autres, pour ma part, je reste dubitatif, mais elles existent. Pourquoi nous opposer systématiquement tous les uns et les autres, puisque je vois bien, faites ci et faites pas ça, c'est n'importe quoi, etc. Je pense que c'est intéressant aujourd'hui de se dire, piochez, faites ce qui est bien pour vous, utilisez ce qui peut fonctionner et allez-y. Et puis si vous le proposez à quelqu'un et que ça ne marche pas, peut-être que cette personne ira chercher autre chose qui fonctionnera pour elle ou pour lui. Mais c'est dommage de nous opposer toujours les querelles de paroisse les uns avec les autres et de ne pas réussir à fédérer tout ça et à se dire, il y a plein d'écoles, il y a plein de chapelles et ces outils vont fonctionner pour nous ou pour d'autres. D'accord ? Bon. On va essayer justement d'en parler aujourd'hui. Il y a de l'hygiène de vie, on peut travailler sur les émotions, je crois, Nathalie, tu vas l'évoquer, sur la respiration, sur les activités physiques, sur les connexions sociales, sur le fait d'avoir des amis. Il y a plein de pistes qui sont très accessibles et on va essayer de les décrypter et peut-être d'en faire une hiérarchie, pourquoi pas, et de voir ce qui fonctionne vraiment. Alors,
Pour nous aider dans cette démarche, nous avons de nouveau notre expert Sylvie Granon, qui est professeure d'université à Paris-Saclay. Je ne sais pas si Sylvie est déjà là, mais si elle arrive tout à l'heure, on l'accueillera volontiers en duplex. Et elle travaille donc sur ce qui se passe dans le cerveau, je vous le rappelle. Elle travaille sur ce qui se passe dans le cerveau et elle va certainement nous faire 2 ou 3 rappels et peut-être basculer sur des techniques qu'elle a mis en place qui fonctionnent à première vue très très bien. Cette émission, elle existe aussi grâce aux chroniqueurs et chroniqueuses que j'ai à côté de moi, à l'équipe que vous avez vue dans une émission précédente de production qui est à la régie et qui, sans eux évidemment, il n'y a pas d'émission. Et elle existe aussi grâce aux partenaires. Alors les partenaires, pour le moment, ils sont 2. On a un gros cabinet de conseil qui s'appelle PwC, qui est partenaire de l'émission. Et on a une société qui s'appelle Concept. Je vous en ai déjà un petit peu parlé et on les a déjà reçus. Et on va les recevoir à nouveau parce que aujourd'hui, toutes ces techniques qui existent, eh bien, certaines mutuelles prennent en charge les accompagnements de ces diverses techniques qui existent. Elles remboursent les patients pour accéder à ces techniques. Alors, il y a des problèmes en ce moment entre la sécurité sociale qui va diminuer les prises en charge, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois que ça va un petit peu baisser, largement. Il va y avoir, donc les mutuelles vont augmenter, d'après ce que j'ai cru lire ou entendre, elles vont augmenter un petit peu, mais si en augmentant un petit peu, elles couvrent davantage les prises en charge liées à la santé mentale, peut-être que ça se réfléchit, peut-être que c'est pas idiot. Si c'est la règle du jeu et qu'elle est respectée, parce que ça, il faudra évidemment revenir dessus au cas où. Alors, nous accueillons donc l'un de nos 2 partenaires, et on est très heureux de les avoir aujourd'hui, la société Concept. Mélanie et Quentin, est-ce que vous êtes parmi nous? Bonjour à vous 2. Bonsoir. Merci d'être là tous les 2. Est-ce que l'un de vous 2 peut nous en expliquer un petit peu plus? D'où ça vient et qu'est-ce que vous faites précisément? Oui, avec plaisir. Donc en effet, on est conseil en protection sociale, c'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises sur toute la mise en place de leurs dispositifs de santé, c'est-à-dire les mutuelles, la prévoyance, la retraite. Et donc en effet, c'est un vrai sujet très complexe. Parce que pour les entreprises, c'est déjà un gros sujet réglementaire, beaucoup d'obligations, on est en France, donc une réglementation complexe et fluctuante. Et puis c'est aussi un sujet important pour elles parce que ça nécessite de s'adapter à leur politique sociale et salariale, puisque le cœur de tout ça, c'est les hommes, c'est les salariés. Et puis derrière, c'est aussi complexe parce qu'il y a tout le pilotage technique et financier, parce qu'évidemment, encore une fois, toutes ces belles solutions ont un coût. C'est ce que je voulais vous poser comme question, c'est que du coup, les entreprises payent les mutuelles. Alors évidemment, il y a des surcoûts à chaque fois. Je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, mais j'imagine qu'elles payent. La prestation, elle est payante pour les entreprises. Et il doit y avoir un conflit entre le désir de créer un accompagnement, ou en tout cas de les aider dans leur quotidien, et le coût. C'est une négociation que vous devez mener sans arrêt. Vous êtes au milieu de tout ça. C'est exactement ça. Et c'est toute la problématique de plus en plus. C'est d'arriver entre la bienveillance des entreprises, honnêtement. Nous, on a affaire à beaucoup d'entreprises bienveillantes qui veulent faire les choses bien pour les salariés, pour les accompagner. Et on vous expliquera un petit peu les solutions. Et aujourd'hui, la complexité et le coût global de tous ces dispositifs. C'est-à-dire qu'il y a déjà une surcharge, une inflation naturelle, un désengagement politique de la sécurité sociale. Et ce qui fait que quand on vient y ajouter comme ça des belles choses, derrière, oui, ça a un coût. Et aujourd'hui, on arrive aux limites des entreprises, même les plus grandes entreprises, même les plus bienveillantes. Ouais. Donc c'est un vrai sujet, tout à fait. Céline, médecin du travail quand même, donc du travail. Normalement, toi, ça fait un petit moment que tu exerces en tant que médecin du travail. C'est nouveau, le fait que les mutuelles arrivent dans les entreprises pour prendre en charge les soutiens psychologiques, entre autres? Alors, c'est nouveau, oui et non. C'est pas nouveau dans les grandes entreprises. Ça a toujours été... ils ont toujours bénéficié, en fait, les salariés des grandes entreprises de mutuelles qui sont plutôt avantageuses. Ça arrive dans les plus petites. Et c'est vrai que le sujet de la santé mentale, c'est beaucoup plus présent dans les entreprises. Donc concrètement,
oui. D'accord. Merci Céline. Mélanie ou Quentin, je vous laisse répondre. Est-ce que je sens que ça peut gripper à certains moments cette prise en charge. Est-ce que vous sentez que ça se développe de plus en plus ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se développe de plus en plus plutôt ? Alors, juste pour commencer à répondre, et je laisserai Mélanie continuer, nous, ce qu'on se rend compte, c'est que le sujet de la santé mentale en entreprise, il a toujours existé. L'accompagnement, oui, a toujours existé, surtout dans les grandes entreprises. Mais il y a quelques années, c'était relativement ponctuel. C'était ponctuel, exceptionnel, c'est-à-dire de l'accompagnement de cellules de crise, quand vraiment il y avait des événements durs, un décès violent dans l'entreprise par exemple, ou vraiment quelques cas complexes. Mais depuis, en toute transparence, depuis le Covid, et bien tout simplement, on a vu une explosion du besoin, c'est-à-dire que c'est un besoin qui donne l'impression de s'être généralisé, c'est-à-dire que maintenant, ça donne le sentiment que pas tout le monde, mais une quantité énorme de gens en ont besoin, et on l'a vu au travers justement de l'accompagnement que l'on peut faire des entreprises par certains dispositifs sur la quantité, c'est-à-dire, pour faire simple, l'utilisation des consultations de psychologues. Eh bien, on est sur un rapport de 1 à 5, si on compare ce qui se passait en 2019, donc vraiment avant Covid, et ce qui se passe aujourd'hui. Un rapport de 1 à 5 en termes de quantité d'utilisation des dispositifs quand ils existent. Oui, c'est énorme quand même. Mélanie, vous souhaitez ajouter quelque chose peut-être ? Oui, et ça répond clairement à un besoin. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on refait quand même le panorama de ce qui existe pour prendre en charge en fait ce besoin-là, on a évidemment la prise en charge de la problématique par le psychiatre qui est un médecin. Donc dans ce cadre-là, globalement, les mutuelles disposent de garanties alors plus ou moins élevées qui vont rembourser plus ou moins bien les dépassements d'honoraires du médecin. Ça, c'est quelque chose. Mais pour ce qui s'agit des consultations de psychologues, il y a depuis peu, et c'est assez récent pour le coup, la prise en charge par le dispositif Mon Soutien Psy, qui est un dispositif qui permet aujourd'hui une prise en charge par la sécurité sociale, qui n'existait pas avant cela, de 12 séances. Le dispositif a d'ailleurs évolué depuis sa mise en place. 12 séances jusqu'à 50 € par séance. Et donc la sécurité sociale... Pour une année, Mélanie. Tout à fait pour une année. C'est par mois. Absolument. Et la sécurité sociale rembourse 60% de cette dépense. Et ensuite, les mutuelles ont l'obligation maintenant de rembourser le complément. Mais il est vrai qu'il faut, pour accéder à ce dispositif-là, faire appel à un psychologue qui est référencé au travers de ce dispositif. Donc ça peut poser des sujets d'accessibilité aux assurés en termes de localisation, de disponibilité aussi. J'ai fait l'exercice tout à l'heure, j'ai regardé la liste, l'annuaire de ce dispositif à Paris et on voit que beaucoup de psychologues ne sont pas disponibles pour le coup. Et donc c'est en cela que les prises en charge au travers des dispositifs d'entreprise qui là peuvent être assez larges, c'est-à-dire que on intervient par le biais de garanties qu'on peut bâtir comme on le souhaite, généralement des forfaits, et qui s'appliquent à l'ensemble des psychologues. Il n'y a pas de limite. C'est en cela que ces garanties sont de plus en plus plébiscitées dans les régimes d'entreprise. Mais du coup, grâce, alors je demanderai sans doute à Emmanuel ce qu'il en pense, mais grâce à ce dispositif, enfin en tout cas c'est un dispositif qui est mis en avant pour le recrutement, c'est-à-dire est-ce que ça compte pour que les jeunes et les moins jeunes, mais enfin appelons les jeunes à venir intégrer les entreprises, viennent, est-ce que c'est un argument, Emmanuel, tu pourras peut-être nous répondre, est-ce que c'est un argument de poids qui joue ? Oui, je pense que l'argument au même titre que les avantages du package social qui est mis en œuvre par les entreprises pour les recrutements, je pense que ça compte. Et en effet, le niveau de la couverture santé, ou si on a des éléments de preuve, des éléments un petit peu plus différenciants qui peuvent être mis en avant, c'est le cas. Et là, on parle en effet de la couverture, de la prise en charge de séances avec des psychologues. Il y a parfois des médecines alternatives, oui. Douces, voilà. Mais en fait, tous ces forfaits, en effet, qui peuvent être pris en charge par la mutuelle d'entreprise, ouais, ça fait partie des plus qu'on peut proposer pour attirer des candidats. Oui, parce que du coup, et je me retourne vers vous, et puis on vous laissera tranquille après, mais
Vos adhérents, enfin en tout cas ceux qui signent l'engagement de passer et de souscrire à la mutuelle pour prendre en charge les salariés, ce sont des entreprises, grosso modo, qui ont combien de salariés ? Est-ce que vous pouvez, en gros, hein, me donnez pas ni les noms ni rien, mais c'est assez variable. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure, ce sont d'abord les grandes entreprises en général qui mettent ça en place, donc des entreprises de plusieurs milliers de salariés, hein, voilà, Oui. pour donner des chiffres. Hein. Mais pour accompagner pas mal de grandes entreprises, les politiques sociales et salariales peuvent être extrêmement différentes et c'est d'une société à l'autre et c'est pas qu'une question de taille. Hein. Donc on a des entreprises, de très grandes entreprises très bienveillantes. On peut connaître de très grands groupes qui n'offriront pas rien, mais peut-être l'équivalent de 1, 2, 3 séances, ce qui, hélas, en psychologie... Par an ? Oui, par an, oui. C'est-à-dire, ça s'inclut, pour un certain nombre d'entreprises, hein, même grandes, ça s'inclut dans le forfait bien-être hein, qu'on a évoqué là à l'instant, et donc qui permet en général d'offrir, oui, l'équivalent de 2, 3, 4, 5 séances. Et après, on a certaines entreprises, là encore pour l'instant plutôt des grandes quand même, mais on essaye que même les plus petites le fassent, qui peuvent vraiment essayer de trouver des solutions adaptées au soutien psychologique. Et or, ce qui est valable pour l'ostéo, hein, c'est-à-dire 2-3 séances par an, ça marche bien. Et bien évidemment, quand on est dans un accompagnement psychologique, on va très vite avoir besoin de 10, 15, voire plus séances par an. Enfin, vous êtes tous mieux placés que nous pour le confirmer. Voilà. Donc, la taille, oui, au début, les grandes entreprises d'abord, mais aujourd'hui, non, c'est plus une approche très sociale et de politique. Donc ça veut dire que votre action descend de plus en plus. Par exemple, si on a des spectateurs qui nous regardent et qui sont dans des entreprises, dans une entreprise de 500 salariés, par exemple, et qu'il n'y a pas ce dispositif, ils font quoi ? Ils vont voir les ressources humaines, ils leur disent « Bon, dites-moi pourquoi on n'a pas ça ?» C'est ça ? Oui, qu'ils aillent voir, mais après, on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est qu'à un moment, les entreprises... elles doivent tout faire aujourd'hui. Elles sont attendues partout et c'est pas simple parce que c'est un vrai budget. Nous, on le voit hein, pour les entreprises qui ont décidé vraiment d'aller au-delà de ce qu'on se dit de 2-3 séances qu'on peut trouver assez classiquement, mais qui ont décidé de mettre vraiment un accompagnement, un forfait spécifique permettant de couvrir au moins une dizaine de séances. Ça devient un poste de dépense, de soins à part entière, qui se rapproche de ce qu'on peut connaître pour du dentaire, de l'optique, enfin les autres grands postes classiques. Donc quand on sait que déjà les entreprises ont affaire à l'inflation des dépenses traditionnelles qu'on subit hein, en dentaire, parce que la sécurité sociale a décidé de dérembourser, enfin de moins rembourser les actes dentaires, c'est quand même un comble, etc., eh bien derrière c'est déjà des augmentations, vous en entendez parler en permanence et c'est vrai, hein, de plusieurs pourcents par an, sans en plus y ajouter quelque chose comme ça. Donc elles ont envie, et je ne peux que conseiller, on ne peut que les aider à le faire, mais oui, à un moment, ça a un coût, et vraiment, le financement va devenir le vrai problème. C'est pas la bienveillance de beaucoup d'entreprises, je peux vous l'assurer. C'est vraiment le financement, parce qu'à un moment, on ne peut plus tirer sur les entreprises, et on n'en parlera sûrement pas ce soir, mais une prochaine fois sûrement. On ne vous parle même pas de l'impact de l'absentéisme maintenant sur les entreprises, qui là, pour le coup, représente un coût qui est encore plus important. Oui, on va vous libérer. Je pense que si vous êtes d'accord, on fera une interview avec vous tranquillement, qu'on pourra mettre sur la chaîne, parce que je pense que ça intéresse du monde. Et on va pas se mentir. Enfin, je veux dire, c'est une palissade. Un salarié qui va bien, forcément, il travaillera mieux. Alors, ça a du mal. Ça a du mal à rentrer, je pense, dans le conscient collectif, mais il va falloir s'en préoccuper très sérieusement. Merci Quentin, merci Mélanie d'avoir été avec nous. Avec plaisir. On reprend rendez-vous et on se voit pour une interview plus longue, et on pourra aborder tous les sujets. Vous en avez plein dans votre sacoche, donc c'est super. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Céline, j'ai envie de te dire, un salarié qui va bien, il travaille mieux. Eh bien oui. On est d'accord. Et donc tout le principe pour nous, c'est de faire de la prévention. Et donc c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas à consulter en catastrophe un psychologue, un psychiatre, un médecin traitant. Alors, voilà. On est d'accord. Donc du coup,
stress, majoritairement. Anxiété, on a compris. On va en parler parce que ça fait partie de l'émission, mais le stress est quand même plus souvent évoqué, je pense, parmi les salariés ou les patients. Il y a une augmentation. Comment ça fonctionne le stress dans la médecine du travail? Comment c'est perçu dans ton cabinet quand tu reçois les salariés? Comment ça marche? Oui, mais nous, on a l'habitude de dire qu'il y a quelques années, on était plutôt des rhumatos et que maintenant, on est plutôt des psychiatres. Donc, effectivement... C'était les TMS à l'époque. Oui, exactement. C'était les TMS, même s'il y avait un lien clair, établi avec les risques psychosociaux, mais on voyait surtout des douleurs. Maintenant, c'est plutôt des symptômes... Je précise pour ceux qui nous regardent, les TMS, c'est ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, et donc c'est toutes les douleurs inhérentes au corps. Exactement. Et donc, on suit en même temps l'évolution de l'emploi, en fait, du marché de l'emploi. Donc une population essentiellement tertiaire, c'est plus de 80% de la population qui travaille dans le secteur tertiaire. Et effectivement, des symptômes. Alors, c'est rare que les gens se disent, arrivent en consultation et disent « je suis très stressé ». Ils ne font pas comme ça? Pas tellement. D'accord. Non. Ils vont surtout parler de dire j'ai du mal à dormir, ou j'arrive pas à me concentrer, ou j'ai mal au ventre, ou j'ai de l'eczéma partout. Enfin voilà, c'est plutôt des symptômes. Et en posant des questions et en remontant un peu le fil, on va se rendre compte que c'est du stress. Donc c'est en remontant. Tu fais le chemin en fait. Tu vas. On fait le chemin inverse. Est-ce que est-ce qu'en 2000 il y a du stress plus parce que j'imagine, alors c'est terrible, mais les mineurs qui descendaient à l'époque dans les mines pour extraire le charbon, je les imagine pas ultra détendus quand même. Non, donc, le stress ça fait partie de la vie, ça a toujours fait partie de la vie, et puis en plus c'est hyper utile, ça nous protège. Donc effectivement le stress du mineur c'est le stress de sa survie. Est-ce que la galerie va s'effondrer sur moi? Comment je fais pour sortir? Et en même temps il y avait une cohésion de groupe. D'ailleurs, chez les mineurs, c'est très fort, en fait, cette cohésion de groupe. Là, le travail a complètement changé. C'est vrai que depuis le Covid, on est en flex office, en full remote. On a des modes de travail qui sont complètement différents, qui limitent les contacts humains spontanés, qui limitent le partage de stress, des émotions. On est seul face à son écran, on enchaîne les visios, on enchaîne les réunions à distance et en fait, on n'a plus le temps de décrocher. Et oui, alors qu'on se comprenne bien. Voilà. Moi, je suis un salarié stressé, je le sais, je dors plus, j'ai de l'eczéma partout, etc. Donc, je vais me dire vers qui je vais me tourner. Je vais aller vers les ressources humaines. Je vais essayer d'aller vers les ressources humaines quand la taille de l'entreprise le permet, parce que c'est pas gagné. Exactement. Donc, je vais essayer d'aller vers les ressources humaines. Alors, on en a deux ici. Une fois que vous avez en face de vous des salariés qui émettent l'idée d'un stress, vous faites quoi? Vous orientez vers la médecine du travail? Qu'est-ce que vous... Bien sûr, il y a la médecine du travail, déjà, pour que le collaborateur soit pris en charge. Et c'est important parce qu'un collaborateur, déjà, qui fait l'effort de parler, d'évoquer sa situation, puisse être pris en charge. Et c'est une façon déjà d'éviter que la situation dégénère. Et puis après, il y a les causes qui peuvent être multiples. Si c'est des causes d'organisation du travail, de missions qui ne sont pas assez claires, en effet, il y a les RH là qui ont pouvoir, qui sont dans leur terrain de jeu pour faire en sorte de travailler sur les causes. Et puis après, si les causes sont diverses, après c'est la médecine du travail qui peut aussi accompagner le collaborateur, l'orienter aussi vers la médecine de ville, des psychologues, des psychiatres. Mais voilà, ça se fait à plusieurs, quoi. C'est un travail d'équipe. Oui, c'est ça. David, Je confirme, il y a plusieurs acteurs. Après, bon, alors c'est sûr que le médecin du travail a un avantage, c'est qu'il peut aller plus loin dans l'échange et le collaborateur peut se confier et tout est confidentiel. Mais tu l'évoquais, Emmanuel, tu parlais de l'organisation du travail. Je pense que le manager aussi va pouvoir en apporter un peu plus d'informations, voire peut-être même lui-même découvrir qu'il est dans la même situation que son collaborateur, mais qu'il n'a jamais osé l'exprimer. Donc oui, il y a beaucoup de leviers, mais c'est pas évident de les actionner. Les ressources humaines, c'est une vaste responsabilité en réalité. Il faut être capable. Une de plus. Non, mais je vois bien que le périmètre augmente, mais il faut être capable. Enfin, j'allais dire, il faut être formé. Quelqu'un peut arriver prétendant ne pas l'être, stressé, et vous, il faut qu'il y ait un regard un peu expert. Donc, ça voudrait dire que toutes les ressources humaines sont formées au repérage de ces risques-là, ou pas du tout? Si, sont formées ou doivent l'être et peuvent aussi elles-mêmes faire appel à de l'aide. D'accord, d'accord. Voilà, faut pas oublier ça. Les ressources humaines, c'est un boulot stressant. Donc, tout à fait. C'est un boulot stressant. Ouais. C'est là où on se rend compte de l'importance de la direction des ressources humaines qui doit insuffler
en fait, ce regard bienveillant et d'être capable d'alerter, d'être en alerte plutôt, pour accueillir. J'espère que c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis pas En convaincu. alerte avec une prise de recul. Oui, exactement. Et les jeunes dans tout ça, Alix, ça donne quoi? Moi, je suis assez surprise déjà. Je trouve qu'on met une responsabilité qui est énorme sur les ressources humaines. Alors, c'est hyper important, mais vous n'êtes pas médecin. Donc, oui, moi, je suis jeune salariée. Je pense que si j'ai du stress, je ne vais pas forcément aller voir ma RH tout de suite. En tout cas, ce n'est pas forcément les bonnes pratiques. Tu fais quoi? Je pense que oui, je prends rendez-vous avec un médecin. Ça va être mon premier rempart. Et je sais que pour la plupart des personnes. Généraliste? Ouais, généraliste. Ça dépend des symptômes qu'on a, mais si c'est des sensations mal au ventre, on ne sait pas forcément que c'est du stress. Problème d'alimentation, je mange plus trop, je suis un peu déprimée ou juste j'ai plus trop envie de sortir. Honnêtement, c'est pas des symptômes où je me dis mon premier référent c'est mon RH. Ça va être un proche, ça peut être mon médecin généraliste si je suis plus ou moins proche. Pourquoi c'est plus facile d'aller vers le généraliste que vers le RH? En tout cas... Je sens que la liste gênante. Non, c'est pas gênant parce qu'on peut avoir un médecin généraliste de famille, donc ça peut être quelqu'un finalement de proche, qui nous connaît, qui a un suivi médical de A à Z depuis qu'on est petit. Donc finalement, on va plus facilement aller vers lui et lui exprimer des symptômes qui vont être liés à des antécédents que vers le RH. Et puis dans les grosses entreprises, on n'est pas forcément très proche des RH non plus. Faut aller toquer à leur porte, faut prendre rendez-vous, envoyer un mail. C'est une démarche supplémentaire, c'est un pas à faire. Est-ce qu'il y a une dimension secrète quand on s'adresse au RH? De confidentialité? Oui. Il y a des limites. Il y a des limites au secret. Si le collaborateur se met en danger, voilà. J'espère simplement que les raisons pour lesquelles il n'irait pas forcément voir les RH, que c'est pas un aveu ce serait faire un aveu de faiblesse. Voilà, parce que c'est peut-être là aussi où les RH ont un rôle dans l'entreprise. Bien évidemment, bien évidemment. Mais tous ces jeunes là, voilà, qui n'oseraient pas aller voir les RH et qui se diraient, est-ce que c'est quelque part montrer une défaillance, une faiblesse? Les RH sont là aussi dans une organisation d'entreprise et ils animent des cycles, notamment des cycles d'évaluation de la performance, tout ça. Donc venir dire, je vais pas fort en ce moment, est-ce que c'est pas déjà se tirer une balle dans le pied? Alors que le médecin, là, c'est un atout. Je suis hyper d'accord. Je pense que surtout quand on rentre dans le monde du travail, on a quand même besoin de faire ses preuves. On a besoin de stabilité, on a besoin de montrer qu'on peut compter sur nous. On a de la confiance à gagner. Et si je sais pas, au bout de quelques semaines, quelques mois, on va avoir un RH et oui, on ne sait pas forcément où on met les pieds. Donc, alors justement, toi... Juste pour réagir, je pense que le plus important, c'est déjà d'en parler. En effet, si ce n'est pas le RH avec lequel tu es à l'aise, et je peux comprendre ce que tu dis, sur un jeune diplômé qui vient d'arriver dans une culture, etc. Mais si c'est le médecin de famille, si c'est le médecin du travail, si c'est un père, si c'est un manager, et pas forcément le manager avec qui on travaille, un autre, le tout c'est de parler. Je pense que le plus important, tu dis quand il y a des maux de ventre, du stress, etc., ça veut dire qu'il y a des... il y a des manifestations, exactement, il y a des signaux, donc de les écouter, d'en parler, et puis après d'arriver à trouver les bonnes solutions. Mais déjà en parler, c'est... Alors justement, on parle beaucoup de stress et d'anxiété. Les jeunes, évidemment, ne sont pas à l'abri. Il n'y a pas de raison. Pourquoi il y aurait que les vieux? Et donc, on parle de cette zone grise. Tu voulais évoquer, je crois, un sujet autour d'une zone grise, c'est-à-dire ce que tu appelles, toi, ou peut-être l'as-tu vu ailleurs, le faux repos. Qu'est-ce que c'est? Alors, en préparant l'émission, je suis allée voir des amis, des jeunes en général, en discutant. Et en fait, je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous faites quand vous vous reposez? Donc, je me suis aussi posé la question à moi-même. Clairement, je ne sais pas vous ce que vous faites. Moi, je sors cet ustensile qui est l'extension de ma main finalement. Et puis voilà, je vais scroller, je vais juste faire ma vie dessus pendant peut-être une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Franchement, parfois le temps passe tellement vite sur son téléphone. Donc, je vais scroller. Et c'est clairement une réponse qui est revenue hyper souvent. Regarder une série, on va mettre de la musique, ou envoyer des messages, papoter. Et là, tous ceux qui m'entourent m'ont dit, oui, je me repose en fait quand je fais ça. Du coup, j'ai quand même creusé. Je me suis dit, est-ce que c'est ça vraiment le repos? Je pense que vous voyez un peu de quoi je parle derrière vos écrans. Donc j'ai fait un petit classement des faux repos, moi je les appelle les faux repos, des jeunes. Donc on va les voir apparaître à l'écran. Le top 4 des activités
Quatrième position, on a le repos que j'appelle productif. C'est le repos où on va faire ses petites to-do pour se sentir mieux, s'alléger l'esprit. Donc en fait, on va juste faire des choses en plus pour se rajouter presque du travail, mais on a l'impression qu'on s'enlève une petite charge mentale. En troisième position, on a le repos social forcé. Donc ça, c'est ce que j'appelle répondre à tout. Quand on est très occupé, on ne répond pas à ses messages, on a des notifications en attente, on a plein de choses. Donc pendant une demi-heure, 1 heure, on va répondre à tous les messages, appeler papy, mamie, les copains, les copines, et ça prend du temps et de l'énergie. En deuxième position, on a le repos du bruit. C'est comme ça que je les ai appelés. C'est toutes les personnes qui vont écouter de la musique ou des podcasts en continu pour se détendre, se reposer. Et enfin, alors, le repos numéro 1, c'est le repos écran, les séries, le scroll, voire les deux en même temps. C'est clairement aussi une option. Donc ça, c'est ce qui apaise. Alors, c'est ce qui apaise à court terme, mais sur le long terme, c'est pas vraiment du repos. Mais ça donne le sentiment d'un apaisement. Ça détend sur le moment, on vagabonde, on pense plus à... On s'évade en fait, exactement. Donc ça a un côté un peu anesthésiant. Mais... On s'évade, mais je ne suis pas sûre qu'on vagabonde beaucoup. Oui, c'est justement, les facteurs, ça va être, c'est ce qu'on dit depuis le début, le mode multitâche. Enfin, aujourd'hui, on nous demande de faire 2 ou 3 choses en même temps, on est hyper connecté, on ne supporte plus les silences, c'est ce qu'on a vu dans une précédente émission. On recharge nos téléphones, mais finalement pas vraiment notre propre cerveau. Donc, j'ai creusé un petit peu et j'ai découvert qu'il existait 7 types de repos. Spoiler, aucun jeune n'utilise ces repos, de Sandra Dalton-Smith, qui est médecin, chercheuse et autrice du livre Sacred Rest, donc repos sacré, récupérer votre énergie vitale, renouveler votre énergie et retrouver votre équilibre mental. Ça parle, je pense, plutôt à l'émission. Donc elle en identifie 7. On a le repos physique, le repos mental, sensoriel, émotionnel, social, créatif et spirituel. Donc ça, c'est la base des 7 repos. Bon, le problème, c'est que du coup, on va confondre se distraire et se reposer, dans ce qu'on a vu précédemment. Donc d'après elle, le scroll, c'est une distraction sensorielle, la série, c'est une distraction émotionnelle, et la musique, une distraction mentale. Bon, ça occupe, ça anesthésie, mais finalement... C'est ce que disait Nathalie. Ça ne restaure rien. Oui, c'est exactement. Ça. Donc... En discutant, j'ai une amie qui voit une psy. Tu connais beaucoup de jeunes quand même. J'ai plein d'amis. Ah là là, c'est fou ça. Ah là là, c'est terrible. J'espère que vous la suivez parce que il y a du monde là. Non, mais je vous en présenterai, ils sont super. Ok. Et elle voit une psy et cette psy lui a donné une petite reco parce que justement on n'aime pas trop les silences. Se reposer, enfin, c'est pas notre truc. C'est la technique du 5, 4, 3, 2, 1. Je ne sais pas si ça vous parle, je pense que c'est hyper simple à retenir et ça éveille en fait les 5 sens. Quand on est en mode mélodrama dans sa tête, genre plus rien ne va, le futur c'est la cata, je vous propose de faire ça ensemble, très très rapidement, c'est hyper rapide. Ça s'appelle le repos mental en 5, 4, 3, 2, 1. Première étape, je repère 5 choses que je peux voir autour de soi. Donc on le fait là ? Ouais, on le fait. Okay. Là, vous pouvez le faire aussi derrière vos écrans, vous verrez, ça prend 5 secondes. 4 choses après que je peux toucher. Voilà. Mais il faut les toucher ? Bah ouais, il faut les toucher, Marc. Okay. Voilà. Ça me touche ce que tu dis. 3 choses que je peux entendre. Voilà. 2 choses que je peux sentir. Et enfin, une chose que je peux goûter ou s'imaginer un goût. Donc en fait, ça va vraiment calmer nos énergies, ça va remettre un petit peu les pieds sur terre, parce que quand on est dans le stress, on va plutôt parler de stress ou un peu d'anxiété aussi, on est dans une sorte de projection de quelque chose qui n'est pas réel sur le moment. Donc, j'imagine, je m'excuse, j'interromps, mais j'imagine que Nathalie, qui va nous parler de la pleine conscience tout à l'heure, à mon avis, on est pile sur l'axe, puisque en fait, on se plug sur ce qui se passe autour de nous là. Je veux pas parler de pleine conscience, en tout cas je parle sous le contrôle de Nathalie, évidemment. Mais voilà. Manière de parler de ces modulations attentionnelles. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais j'ai trouvé que cette petite technique en 5 étapes était vraiment rapide et efficace. Ça permet un peu de se dire, ok, là je suis dans le réel, en fait c'est pas si grave. Voilà mes ressources que j'ai à disposition. Donc voilà. C'est intéressant. Il faut vraiment que ça devienne... C'est du prosélytisme là qu'il faut que l'on fasse. Je pense que le contraire du repos, en fait, ça va être le divertissement. C'est un peu ce que j'ai conclu de ces petites investigations ces dernières semaines. Moi, ce qui me frappe, c'est que tous ces repos, vrais ou pas, ils sont hyper sédentaires.
Et c'est qu'on passe un temps fou, alors assis dans notre fauteuil de bureau, notre fauteuil de gaming, notre fauteuil de Netflix, notre canapé, dans le lit, et en fait, et le mouvement dans tout ça, en fait. Est-ce qu'on n'est pas en manque de mouvement? Justement, on va accueillir Sylvie dans 2 secondes, mais je voulais vous proposer la prochaine émission, pas la suivante, mais celle en début d'année. Nous allons la faire en escalade, c'est-à-dire qu'on va devoir animer l'émission en étant accrochés et tous en rappel. Merci David, en rappel. La sédentarité s'éloigne et là on est bien. Je pense qu'on aura moins de monde en tant que chroniqueur. C'est pas grave. Est-ce que Sylvie, que nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui, est avec nous justement? Oui, tout à fait. Bonjour Sylvie. Oh, c'est joli là où vous êtes. Oui, ça fait chalet de montagne. Ça fait chalet de montagne, on est bien d'accord. Ça donne un petit peu envie. Je ne sais pas si la neige est loin. C'est chez moi, mais non, il n'y a pas la neige. D'accord, écoutez. Alors. Bon, on est très heureux de vous avoir. Alors, vous étiez déjà intervenu, hein, le public vous connaît, pour nous donner quelques notions justement d'expertes dans le domaine du stress justement. Et alors là, vous essayez de nous apporter des solutions un petit peu aujourd'hui. Hein. Comment déjà, dans un premier temps, le stress peut modifier notre prise de décision ou notre rapport au risque? Alors, ce qui est intéressant avec le stress, alors on avait parlé stress, anxiété de façon globale, mais plutôt le stress, après, quand il devient chronique, ça rentre dans un autre mode. Ça va modifier l'activité du cerveau. Et je pense que vous avez dû en parler dans une émission précédente, hein, peut-être avec Frédéric Chauveau. Oui. Ça va modifier l'activité du cerveau, notamment, ça va diminuer l'activité d'une zone vraiment importante dans la décision, qui est le cortex préfrontal. Mmh. Et donc, cette hypoactivité du cortex préfrontal va impacter une multitude de fonctions. Ça va impacter le fait de pouvoir rester attentif. Donc, ça va diminuer nos capacités attentionnelles. Ça va diminuer notre capacité à prendre des décisions qu'on appelle des décisions éclairées, c'est-à-dire qui tiennent compte de tout un ensemble de facteurs et pas des décisions basées sur quelque chose d'immédiat, avec par exemple quelque chose qui va donner une récompense immédiate ou une satisfaction immédiate, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Ça va diminuer notre capacité de ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est-à-dire le fait de pouvoir intégrer des informations, les maintenir en mémoire pendant un certain délai et les utiliser plus tard. Mmh. Donc la capacité de planification de l'action, d'organisation dans le temps, tout ça c'est lié au cortex préfrontal. Mais du coup ça peut endommager nos prises de décision, c'est-à-dire qu'on peut faire des mauvais choix? Oui, complètement. Ah oui. Ah, complètement, oui. D'ailleurs, je pense qu'on a tous expérimenté, hein, le fait d'être sous un épisode de stress, même assez aigu, on n'a pas forcément toutes les informations, en tout cas, qui seraient efficaces pour prendre une décision qui nous est complètement favorable. Bon, alors, on a bien compris que ça vient nous titiller à un peu plusieurs endroits, cette histoire de stress. Vous allez nous aider, Sylvie, un petit peu là, parce qu'on ne va pas rester dans cet état-là. Là, on est tous stressés, justement. Non, je pense qu'on peut tous. Alors, les solutions qui ont été données tout à l'heure, là, les petites choses qui sont liées à la pleine conscience, c'est vraiment particulièrement intéressant parce que ça, c'est des solutions de l'immédiateté et du quotidien. Donc, le tout, c'est d'y penser, en fait. C'est d'arriver à penser. Et quand on dit prendre du recul, en fait, c'est ça que ça veut dire. C'est pas rester dans le flot, justement, de l'action immédiate, de la réponse immédiate à un stimulus quel qu'il soit. C'est d'arriver à poser au sens propre du terme, c'est-à-dire pas forcément s'asseoir d'ailleurs, puisque effectivement on est beaucoup trop immobile, assis, sédentaire, mais même debout, s'arrêter de bouger et se focaliser sur qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens, en fait qu'est-ce que je ressens, se recentrer sur son ressenti. C'est ce que, et ça passe par c'est ce dont Alix vient de nous parler, en fait, les 5... Exactement. D'accord. Et vous avez une technique particulière pour nous permettre d'y aller dans ce domaine? En fait, toutes les techniques, que ce soit... moi, je fais de la sophrologie, mais ça peut être de la méditation, ça peut être de la cohérence cardiaque,
Mais en fait, même sans rentrer dans des techniques très compliquées, parce que toutes ces techniques, elles s'apprennent, même si ça prend pas beaucoup de temps à les apprendre, mais rien qu'une fois qu'on a pris conscience qu'on était dans la tension, c'est-à-dire la tension musculaire, la tension mentale, c'est-à-dire qu'on était préoccupé, ou bien au contraire que notre esprit vagabonde d'un truc à l'autre, qu'on n'arrive pas à se focaliser, comme on disait tout à l'heure, qu'on n'arrive pas à vraiment bien s'endormir, ou qu'on se réveille tout le temps, enfin voilà, toutes sortes de petits symptômes du quotidien qui ne sont pas forcément une pathologie en tant que telle. Hein. On peut avoir tous ces signes sans que ça devienne complètement pathologique. Donc avant que ça devienne ça déclenche de vraies pathologies, mettre en place toutes sortes de petites techniques de prophylaxie qui vont nous faire prendre conscience que bon, là je suis en train de partir dans toutes les directions. Si je prenais 1 minute pour me concentrer, me focaliser sur ma respiration, par exemple. Alors justement, Sylvie, c'est intéressant parce que bon, vous êtes quand même chercheuse à Saclay, ok, vous avez fait quelques petites études autour de tout ça, vous êtes venue nous en parler, et moi je me dis, parce qu'on entend, vous avez évoqué la sophrologie là il y a 2 minutes, et on peut entendre autour de nous des personnes nous dire ouais, la sophrologie, tu respires 2 fois et puis ça sert pas à grand chose, etc. Alors je me dis qu'une chercheuse à Saclay qui utilise la sophrologie pour travailler sur les notions de stress, à mon avis, ça doit fonctionner. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Alors moi je me suis formée, en plus de ma recherche, je me suis formée comme sophrologue parce que je pratiquais pour moi la sophrologie depuis longtemps et que j'ai trouvé que c'était, en fait, comme j'enseigne aussi tout ce qui est physiologie, neurophysiologie, la neurophysiologie du stress, ces choses-là, je trouvais que la sophrologie c'était vraiment l'application dans le quotidien de ce qu'on sait en physiologie en fait. C'est vraiment, parce que la respiration c'est de la physiologie pure, hein. C'est comment mon rythme respiratoire s'organise, comment ça va conditionner à la fois le fait de relâcher mes muscles qui ne me servent là actuellement à rien, pourquoi est-ce que j'ai les épaules relevées, pourquoi j'ai les mâchoires serrées, ça sert absolument à rien dans la majorité du temps. Et comment en fait la sophrologie c'est vraiment intégrer le dialogue qu'il y a entre mon corps et mon cerveau. Parce que c'est pas seulement le cerveau qui dit au corps comment agir, c'est aussi le corps qui, lorsqu'il a une action, par exemple serrer les dents, tout bêtement, hein, on serre les mâchoires, le cerveau entend ce mouvement-là, il entend cette contraction musculaire et il va mettre en place tout un tas de contre-mesures pour se préparer. Puisque quand on serre les dents, qu'on redresse les épaules, qu'on est tendu, musculairement parlant, ce que le cerveau entend, c'est qu'il faut se mettre en alerte. Donc il se met en alerte, il libère des hormones, les hormones du stress, libère de l'adrénaline, il va préparer l'action, même si c'est pas du tout à quoi il se prépare. Sylvie, donc la sophrologie, oui. Je vous redonne la parole tout de suite, parce que j'aimerais bien juste que vous nous expliquiez la technique elle-même, mais pourquoi on entend, vous allez répondre je pense dans la même phrase, hein, pourquoi on entend souvent des personnes qui nous disent oui mais moi j'arrive pas à la sophrologie, ça connecte pas ou ça déconnecte pas. Qui sont, je sais pas si c'est réfractaires, mais qui sont pas sensibles. Mais oui, voilà, qui ne se laissent pas embarquer. Ouais. C'est ça, on veut pas lâcher prise entre guillemets. Ah bah non. Ah bah non, parce que notre cerveau, quand il entend qu'on lâche prise, il entend qu'il est vulnérable, forcément. Donc, on n'a pas envie. C'est pour ça que la sophrologie, mais c'est comme d'autres techniques, hein, je parlais de la cohérence cardiaque ou de la méditation, ça s'apprend. Comme on a appris nos tables de multiplication, comme on a appris à faire du vélo, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'en fait, nous, adultes, plus on a passé de temps à être contracté, tendu, sans s'en rendre compte, parce qu'on s'est adapté comme ça, à tort ou à raison, peu importe, hein, plus il va falloir prendre du temps pour apprendre que la tension musculaire, la tension mentale, c'est pas notre état normal, même si ça l'est devenu. Ça l'est devenu. Vous pouvez, Sylvie, nous dire en une demi-phrase l'introduction à une première séance de sophrologie, juste l'introduction. Alors tout à fait. L'introduction, c'est par exemple assis, hein, parce que la sophrologie ça peut se faire debout, mais disons qu'on est assis, puisqu'on est tous là, vous pouvez le faire. Oui. Vous vous asseyez, vous fermez les yeux simplement pour vous remettre dans votre monde intérieur, sans vous laisser affecter par l'extérieur. Là tout de suite c'est le bordel là-dedans. Et vous prenez juste conscience des points d'impact de votre corps sur la chaise.
Donc vous passez votre corps en revue tranquillement et vous portez votre attention sur les points du corps qui touchent la chaise. Ok, donc là je me rends bien compte que l'introduction, cet exercice-là que vous nous faites faire, et vous êtes témoin en fait, il est pas, c'est pas complexe. Enfin, je veux dire, c'est relativement simple de se dire mes fesses touchent le siège, etc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à faire adhérer tout le monde à ce début-là ou à cette technique? En fait, tous les gens qui décident, enfin, qui ressentent qu'ils ont un besoin, c'est que déjà, ils sont arrivés dans un moment où avant de se dire je vais faire une démarche, mais ça on est tous un peu pareil, avant d'arriver à faire une démarche, d'aller voir quelqu'un pour être aidé, quelle que soit l'aide, il faut attendre vraiment, j'allais pas dire de ne plus en pouvoir, mais il faut attendre vraiment d'être dans le besoin. Et donc d'avoir passé un certain nombre de temps à se dire mais non, ça va aller, donc dans le déni, puis ça me met en colère parce que j'y arrive pas tout seul, puis j'attends vraiment d'être au bout, quoi. Et puis quand on a passé tout ça, alors il y a plusieurs types de professionnels vers qui on peut se tourner, mais pour moi la sophrologie, d'abord c'est pas une médecine, soyons clairs, sauf si on est médecin et qu'on est sophrologue en plus, ce qui n'est pas mon cas, mais la sophrologie, c'est pas une médecine. C'est une aide qui, pour moi, doit être prophylaxique. Donc, en fait, il faudrait que les gens fassent de la sophrologie, ce qui est, à la limite, très simple quand tout va bien, quand ils vont bien. Voilà, il faut faire de la sophrologie, ou de la méditation, ou de la cohérence cardiaque, quand on va bien. Alors, qui va prendre 5 minutes par jour pour faire une action comme celle-ci, quand il va bien, je ne sais pas. Ben non, parce que c'est plus facile d'aller sur les écrans, finalement, j'ai bien compris. Voilà. Mais voilà. Puisque ça s'apprend, et puisque si je comprends bien, plus on l'apprend tôt, mieux c'est. Quid de la place de la sophrologie ou de la méditation de pleine conscience à l'école? Mais je crois que ça commence, non? Sylvie, arrêtez-moi si je me trompe. À l'école? Ça commence. Il y a de plus en plus d'écoles qui le font. Ouais. Et ça marche très très bien avec les enfants, preuve que ça n'est absolument pas complexe. Mais ça marche très très bien. Sylvie, est-ce que vous auriez, mais quelque chose de simple, 3 conseils qui sont vraiment validés scientifiquement pour réduire le stress au quotidien? Voilà, des choses qu'on peut vraiment imprimer et garder. Alors, valider scientifiquement, c'est compliqué parce qu'il y a très peu d'études scientifiques. Mis à part sur la méditation, il commence à y en avoir pas mal, notamment en neurosciences, où il y a eu beaucoup d'études en imagerie cérébrale. Donc la méditation, ça marche très bien, mais les études de scientifiques d'imagerie sur la méditation, elles ont été faites sur des gens qui pratiquent depuis extrêmement longtemps. Donc ça marche très bien, mais il faut pratiquer régulièrement et voilà, il faut pratiquer longtemps. D'accord. Les études sont sur la cohérence cardiaque. Ça marche très bien. Il y a eu des études scientifiques sur la cohérence cardiaque et d'ailleurs, elle a été mise au point par des cardiologues au départ pour comprendre pourquoi la tension artérielle, la pression artérielle était plus élevée chez les patients quand ils arrivaient au cabinet que quand ils la prenaient chez eux. C'est souvent le cas. Oui, très simple. Oui. Exactement. Donc ça a été mis au point par des cardiologues. Ça marche très bien. Il y a des applis gratuites, c'est parfait, et c'est 3 à 5 minutes, 3 fois par jour, donc c'est pas coûteux en temps. Et puis la sophrologie, mais il y a très très peu d'études scientifiques sur la sophrologie, parce que c'est difficile d'avoir un groupe contrôle qui ne fait rien, alors donc on a du mal à avoir une preuve scientifique, mis à part que tous les gens qui se mettent dedans et qui pratiquent, ça marche, voilà, mais mis à part ça. Sylvie, on va vous remercier. Je vais vous proposer, si vous êtes d'accord, qu'on vienne vers vous à Saclay pour qu'on vous fasse une interview un peu plus large et que vous nous montriez un peu justement plus en détail et la recherche et pourquoi pas la sophrologie. Si certains spectateurs qui nous regardent, auditeurs, veulent rentrer en contact avec une sophrologue, il y a moyen de rentrer en contact avec vous? Comment ça se passe? Tout à fait. Moi, j'ai mis quelques séances sur YouTube. Ils peuvent essayer aussi. C'est gratuit. Avec votre nom, c'est ça? On peut faire le lien avec vous?
Si vous mettez Sylvie Granon, sophrologie, vous tombez dessus. Parfait, génial. Comme ça, ils le savent. Ça peut donner confiance peut-être et de voir qu'une chercheuse qui fait ça, c'est pas rien, quoi. C'est ça surtout. Ça donne un crédit. Et puis surtout, il faut que chacun essaye. Et après, comme quelqu'un disait tout à l'heure, il y a des gens qui vont être sensibles à ça, d'autres à d'autres techniques. Il ne faut pas du tout s'arrêter à ça. Il faut trouver la méthodologie qui nous convient. Il y en a forcément une qui convient. Sylvie, merci 1000 fois. À très bientôt. Belle soirée à vous et à très vite. Merci encore. Merci à vous. Au revoir. Bon, c'est passionnant. Ah ouais, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si on le coupera, si jamais c'est pas intéressant, ou je ne sais pas ce qu'on fera autour de ça, mais franchement, quand on est stressé, un petit verre de vin, non? On le coupera, je crois. On le coupera. Exactement, on va le couper. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut répondre? Non, mais qu'est-ce qu'on peut répondre? Parce que ça va être... Bien sûr, dans un premier temps, ça marche. Oui, mais le problème, c'est l'accoutumance, en fait. Le problème, c'est que quand l'alcool qui va stimuler certains récepteurs, quand ça s'en va, c'est l'inverse. C'est qu'on crée de l'anxiété et à terme, on crée des états dépressifs uniquement avec une consommation d'alcool répétée et récurrente. Oui. Bon, Nathalie. Donc, et pour fuir cette fuir, anxiété, on va encore se réengager dans une consommation. Oui, alors cette anxiété, elle devient très vite en fait des signes de sevrage. Ouais, voilà. Et donc un craving, c'est-à-dire une envie irrépressible de reconsommer, qu'on met sur le compte d'une anxiété qu'il faut apaiser, mais qui est en fait déjà un signe de sevrage et une envie irrépressible, donc des symptômes de la dépendance. Oui, et ça va très vite. Moi, je suis très, très, très stressé là. Alors, comme tu as pris la parole, je vais continuer de te la laisser. Alors, évidemment, tout ça est une plaisanterie, surtout à consommer avec modération. Les dégâts, et surtout chez les jeunes, de la consommation d'alcool, entre autres, et je ne vais pas sur les gaz dont on parle aujourd'hui, mais vraiment, attention à ça, c'est dangereux, comme Nathalie vient de le dire. Alors, face au stress ou à l'anxiété, surtout le stress, on a besoin d'outils. Normalement, tu es venu avec une petite collection d'outils. Alors, on va se croiser un petit peu avec Sylvie, Sylvie Granon. Je voulais quand même faire un petit rappel sur ce qu'était le stress, parce que ça va nous permettre de comprendre pourquoi ces outils-là sont efficaces finalement. Donc le stress, c'est une réponse à un danger, à une menace qui met en jeu notre système nerveux autonome. Ça veut dire qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe. Notre cerveau, donc Sylvie Granon l'a très bien dit, va venir moduler les réponses au niveau du cortex préfrontal et va activer automatiquement ce qu'on appelle le système hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc production d'adrénaline, production de cortisol, et donc tout le cortège de symptômes qui génèrent donc les symptômes du stress. La régulation, elle se fait automatiquement, c'est-à-dire que quand il y a une activation comme ça, hop, le cerveau régule et tout ça revient un petit peu en ordre. Les symptômes, donc vous les connaissez tous, l'accélération du rythme cardiaque, donc les palpitations, les muscles qui se tendent, le système digestif et urinaire qui s'arrête, parce que quand on doit courir, c'est pas pratique de faire popo, voilà, et le foie libère plus de glucose pour les ressources énergétiques. Alors, tout est fait dans cet état pour accroître finalement l'énergie. Excuse-moi. Oui. Pourquoi quand j'ai des examens ou des épreuves ou j'ai quelque chose qui me stresse, j'ai envie de faire pipi là d'un seul coup, alors que c'est compressé, Oui, alors il peut y avoir l'envie, mais en fait, souvent on observe une dysurie, c'est-à-dire que les gens, ça va être... On est d'accord, donc c'est vraiment asphyxié. Voilà, d'accord. Et une fois que la menace, elle est trop intense, répétitive ou imprévisible, là, on met en jeu donc, le stress chronique, et c'est là où on perd en fait la régulation et l'organisme rentre dans un système de défense et d'épuisement. Le problème, c'est que au-delà des symptômes du stress, donc toute cette chronicisation du cortisol, de l'adrénaline, etc., ça va aussi donner des maladies somatiques. Donc il y a des symptômes somatiques du stress et en fait on va avoir une baisse de l'immunité, ça risque de déclencher donc, des maladies inflammatoires intestinales, des polyarthrites rhumatoïdes, du diabète, des maladies cardiovasculaires, enfin tout un... Voilà. Donc il faut absolument faire un point sur
le stress, les maladies associées, voilà. Donc stress, c'est aussi une manière de définir parfois l'anxiété. Donc l'anxiété, en fait, c'est un peu la même chose que le stress, sauf qu'il n'y a pas de menace réelle. Donc on va avoir à peu près les mêmes symptômes généraux, mais en revanche, il va y avoir une fixation sur des choses un peu plus spécifiques selon le type d'anxiété. Alors chez l'enfant, on a l'anxiété de séparation, hein, un enfant qui ne veut pas aller à l'école, qui ne veut pas quitter sa maman, son papa, voilà, bon. Et puis en grandissant, donc, une omnipotence de l'anxiété anticipatoire, hein, c'est-à-dire cette peur de ce qui risque d'arriver avec toujours un catastrophisme, c'est ce qu'on observe dans l'anxiété, le trouble anxieux généralisé. Le trouble panique, donc là on a des crises d'angoisse et d'une violence absolue avec une peur de mourir, hein, les gens ont vraiment peur de mourir. Des phobies spécifiques, la phobie des araignées, bon alors ça, ou la phobie des crocodiles, c'est pas très grave quand on habite Paris. Maintenant, les crocodiles, non, mais il y a des araignées apparemment. Il y a des crocodiles dans les égouts, ouais, si. Ouais, c'est vrai, il y a des histoires. Bon, maintenant, quand il s'agit de prendre la voiture et qu'on est paralysé sur la route, ça devient vite un sujet. Bon, la phobie, l'agoraphobie, donc la phobie des grands espaces, et puis ces timidités gravissimes avec le trouble d'anxiété sociale. Donc, des symptômes physiques, des symptômes cognitifs, des troubles du comportement, puisqu'à la fin, les gens se replient, s'isolent, et donc risquent de développer des pathologies associées. Et donc, ce que disait Sylvie Granon aussi, c'est qu'au-delà de tous ces symptômes, avec la chronicisation, on va continuer le cercle vicieux du stress sur le stress. On va fabriquer du stress sur le stress. Et toutes nos techniques, que ce soit la sophrologie, la cohérence cardiaque, voilà, ouais. Tout ça, visent finalement à agir sur la réactivité au stress. C'est-à-dire à un moment, on a une intention, une volonté, c'est clair, et on va utiliser ces techniques très physiques qui vont nous permettre de désamorcer en fait le cercle vicieux physiologique. Donc le système nerveux autonome, on a vu du cerveau vers les organes, mais ce qui nous intéresse, c'est dans l'autre sens. C'est des organes vers le cerveau. Et on va activer donc le nerf vague, le parasympathique, qui est le ralentisseur. Hein, je vous rappelle, système nerveux autonome, sympathique accélérateur, parasympathique ralentisseur. Et donc, ce nerf vague, il est à 80% dans le sens organe vers le cerveau. Et donc, c'est là où ça nous intéresse, parce qu'on va pouvoir, à travers un mode de vie, une hygiène de vie, c'est fondamental. C'est-à-dire les pratiques, si vous n'avez pas d'hygiène de vie à côté, ça ne va pas faire grand-chose. Hein. Donc, hygiène de vie et des techniques qu'on apprend, ça va nous permettre de prendre conscience de ce qui se passe au niveau de nos organes et donc d'aller activer le parasympathique qui va donner des informations apaisantes au cerveau et les redistribuer ensuite du cerveau vers la périphérie. Bien sûr, le premier soin, c'est de détecter les autres maladies, que ce soit psychiatriques, des maladies physiques aussi. Il peut y avoir du diabète, des maladies cardiovasculaires, des problèmes de thyroïde, de surrénal, enfin tout un cortège de maladies. Et puis vous savez, quand on est malade, c'est normal qu'on soit stressé. Bah oui. Donc on ne va pas prendre en charge le stress parce qu'il suffit de traiter la maladie. Oui. Non en fait. Parce qu'on peut avoir un trouble bipolaire et un trouble anxieux et du stress. Et au contraire, plus on est malade, plus on stresse. Et donc traitons aussi le stress, hein, les deux. Donc c'est super important. Voilà. Comment on va faire ? Alors, comment on va faire ? On va essayer d'éduquer notre attention. C'est-à-dire que c'est en allant apprendre à identifier nos sensations dans le corps. On va, effectivement, en identifiant nos sensations dans le corps, on va pouvoir repérer celles qui sont du registre du stress ou de l'anxiété. Et puis, on va petit à petit reconnaître en fait les sensations aussi qui sont des sensations apaisantes. Et donc on va pouvoir apprendre ça par la pratique.
Et vous l'avez souligné, c'est vraiment la pratique régulière, quotidienne, qui va permettre donc d'affiner les sensations et de moduler en fait les actions qu'on peut avoir sur ces organes qui vont donc envoyer des informations apaisantes. Donc, on a déjà vu des petites choses grâce à vous. Donc, on a eu les rituels de David, formidable. L'invitation au silence d'Alix, voilà, parce que dans le silence, en fait, il se passe beaucoup de choses. Et c'est vraiment très intéressant. Tu parlais beaucoup de l'hyperactivité, des faux repos. Et effectivement, c'est extrêmement intéressant de s'asseoir pour inviter par exemple à la méditation, pas simplement pour ne rien faire, mais parce qu'on va, dans l'immobilité, finalement, prendre conscience de ces pensées qu'on a au repos, c'est-à-dire au cours du mode par défaut. C'est intéressant parce que souvent on entend des personnes nous dire non mais moi le silence, no way. En fait, je mets la télé, je prends mes réseaux, je mets du bruit, je mets de la musique, j'ouvre les fenêtres, j'écoute la rue. Et d'ailleurs, je crois qu'on a environ 60 000 pensées par jour, grosso modo, qui viennent, et les 2 tiers sont des pensées négatives. Alors rentrer dans le silence, c'est effrayant. Oui, absolument. Et voilà, on y va, justement. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, surtout, il faut arrêter, parce qu'en consultation, systématiquement, les gens disent « Alors, moi, je veux bien faire de la méditation parce qu'il faut que j'arrête mes pensées. » Donc là, on revient vraiment à l'information de base, on n'arrête jamais des pensées. Un cerveau, ça fabrique tout le temps des pensées. En général, le cerveau, il est tout le temps en mode de projection dans l'avenir. Donc, essentiellement, des programmes qui sont en fait susceptibles d'être utilisés quand l'action va venir. Quand l'action va venir, hop, l'attention va focaliser et hop, on va se truc. Sauf que parfois, quand il y a du stress, une maladie, une douleur, etc., cette anticipation, elle va finalement se resserrer sur le problème. Et donc le mode par défaut, il va basculer vraiment sur l'obsession et la rumination. Je comprends. Voilà. Donc, prendre conscience et accepter ce mode par défaut, comprendre que notre cerveau, voilà, et donc lui dire gentiment, ok, tu produis des pensées, tout va bien, et pourquoi pas, je vous invite, si c'est le cas pour vous là maintenant, à peut-être fermer les yeux. Allez, on va fermer les yeux de temps en temps aujourd'hui. Alors voilà, et donc l'idée c'est vraiment d'aller prendre conscience effectivement de tout ce vagabondage mental qui est là dans votre esprit. Des pensées, ça va, ça vient, ça circule, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai fait, à quoi ça se rattache, et blabla, et blabla, et blabla. Ok, tout va bien avec ça. Est-ce qu'il y a des jugements qui se portent sur ces pensées? Est-ce que vous infligez, je ne sais pas, une règle, un jugement? Ok, on va dire, mais en fait, c'est juste mon cerveau au repos qui travaille comme ça et qui produit des pensées. Tout va bien. Tout va bien. Et puis, je vais me connecter à ma respiration. Inspirer, expirer, comme ça se présente. Très, très bien. Et puis, si les pensées sont toujours là, parce qu'elles sont toujours un peu là, imaginez que votre esprit, c'est comme le ciel dans son immensité et qu'il accueille des nuages de toutes les formes, de toutes les tonalités, de toutes les altitudes, et que vous allez pouvoir laisser circuler ces nuages. Inspire, expire. Très très bien. Voilà, imaginez vos pensées comme des nuages. Inspire, expire et laisse circuler. Très bien. Et puis maintenant, je vais vous proposer de revenir avec moi, là, maintenant. Juste bouger les doigts, ouvrir les yeux. Voilà, pour réarticuler un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est une première invitation. Alors, Nathalie, il faut qu'on avance. Je suis désolée, malheureusement, il faut qu'on avance. Et David va nous raconter plein de choses. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on vienne
dans ton cabinet Oui, et qu'on aille plus loin oui, dans une capsule qui serait faite que pour ça. à volontiers. Et que tu nous expliques plus profondément encore toutes ces techniques, parce que je sais qu'il y avait d'autres choses que tu voulais nous Oui, dire. il y a beaucoup de Mais choses. je sais bien, et là malheureusement on n'a pas Ouais. le temps. Mais qu'on aille plus loin. Est-ce que ce serait envisageable ça? Mais tout est possible, Et hein, du je vous coup, accueille très volontiers. Ah ben, on va faire ça, et on prendra du temps justement pour que tu puisses nous donner un peu tout ce qui existe, parce que je pense qu'ils ont besoin de savoir tout ce qu'il et il existe finalement pas mal de choses quand même pour nous aider. En tout cas, merci pour cette Je t'en prie. parenthèse qui nous va bien. Ça va tous, là, on est bien. Bah ouais, on est bien, en tout Et cas. du coup, moi, ça me permet, franchement, tu vois, merci, vraiment, sincèrement, parce que ça me permet pour la première fois d'accueillir David dans le calme et la sérénité, ce qui n'a jamais été le cas. Et ça remonte direct, en fait. Ça a duré 10 secondes, ton truc, ça se marche pas, en fait. La pratique David, régulière. oui, c'est ça. Mais là, avec David, il faudrait que je la fasse en même temps, en fait. Bah, Nathalie, merci, mais moi je suis encore super stressé. Et là, voilà. je vous préviens, je suis au bord du burn sapin. ouais. Sapin de Noël, d'accord. Parce que figurez-vous que Noël, ce ne sera pas le 24, ce ne sera pas le 25, mais ce sera le 20 décembre. Ouais, je vous raconte pas de bêtises, le 20 décembre. Alors vous me direz pourquoi. On a dit que l'alcool, c'était avec modération. Eh ben ouais, mais tout simplement parce que il y a ma sœur qui a décidé le 25 d'aller fêter Noël avec sa belle famille. T'as tonton Bernard et ça tata fait beaucoup, Béatrice ça. qui eux s'en vont le 24 aux Antilles. Quelle idée, ils prennent l'avion, ils veulent aller voir du soleil, comme si on avait besoin de soleil au mois de décembre. Bon bah du coup, moi je vais faire Noël. Enfin, avant tout, un pré-Noël, un Noël d'entraînement, un Noël sous pression, parce que bah, je suis pris de court là, j'ai rien préparé. Côté menu, bon, bah, l'année dernière, j'ai fait saumon et dindon marron. Voilà, l'année d'avant, j'ai fait foie gras et chapon girole. Là, si je continue, je vais devoir faire du style bienvenue ce soir, au menu, c'est pâte carbo de Noël. Voilà. Côté cadeau, je vous en parle pas. L'an dernier, personne n'était content. Mais quand je vous dis personne, c'était personne. C'est-à-dire que c'était fallait pas. En fait, ça voulait plutôt dire, fallait vraiment pas m'offrir ça. Voilà. Alors cette année, j'ai aucune idée, zéro idée, rien. C'est le vide intersidéral. De toute façon, au prix des articles de Chine et Temu, leurs produits, les gens n'attendent pas Noël pour les acheter. On achète toute l'année. Et puis, dans les magasins, la cohue des files. Voilà, les gens qui se battent pour la dernière boîte de Lego, les files d'attente qui ressemblent à un contrôle dans les aéroports. Enfin, c'est de la folie. Alors, je vous dirais que j'ai qu'à organiser un Secret Santa. Ça, c'est le truc super simple, qui ne demande pas de travail. C'est quoi un Secret Santa? Parce que tout le monde n'est pas censé Le savoir. Secret Santa, c'est ce fameux jeu-là où je décide avec des petits papiers que Nathalie offrira un cadeau à Alix et qu'Emmanuel offrira un cadeau à... donc, c'était super simple. Mais attendez, les crises d'angoisse de ces Secret Santa, parce que je me suis retrouvé dans un Secret Santa où la personne qui t'offre ton cadeau, c'est ni plus ni moins le mug que tu as acheté l'année dernière, tu avais toi-même oublié d'enlever le prix, et là tu te le refais offrir. Non mais c'est n'importe quoi. Ou alors l'angoisse aussi de dire, on définit un budget, tu achètes un cadeau on t'offre un cadeau de 2,50 €, toi t'en offres un de 25 €. L'angoisse, le mal-être. Toi, tu passes pour le Père Noël et l'autre, il passe pour le gros racho de service. Enfin bon, c'est terrible. Vous voyez, je suis stressé, mais on va vite redescendre parce que j'ai quelques petites techniques très rapides. Donc, on oublie un peu le marathon émotionnel, le triathlon logistique et le championnat du monde de charge mentale. On appelle ça du stress anticipatoire. C'est quand on commence à stresser avant même que les choses n'arrivent. Alors, ces conseils anti-stress, ils sont simples et on va faire une petite révision de tous ceux que j'ai donnés depuis le début de l'émission. Donc, faire une liste, mais une vraie liste, pas celle qui fait 48 km. C'est aussi 5, 4, 3, 2, 1 Ah, ça va aller super vite. D'accord. C'est qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est optionnel et qu'est-ce qui est inutile. Voilà. Parce que, remarquez, la dernière cette liste d'inutiles, je la fais, mais en voulant me donner bonne conscience. En réalité, cette troisième colonne, elle est souvent très longue et c'est celle qu'on peut d'ores et déjà supprimer. On se répartit les tâches, d'accord? Donc Noël, c'est pas un one-man show. On peut tout simplement dire, Bernard, tu t'occupes du fromage, Béatrice
Bah non, elle s'occupera pas de la bûche, parce que la bûche au soleil, ça va pas le faire. Bon. Alors, moi en tout cas, je gère ma santé mentale. On simplifie le menu, hein, c'est pas Top Chef, donc on peut faire quelque chose de simple, de rapide, de bon. Et puis surtout, d'éviter d'aller aux urgences, soit parce que mamie est brûlée au 3e degré parce qu'elle a loupé son caramel, ou alors la crise de foie qui va bloquer tous mes RTT imposés, où je vais devoir rester au lit. Ça va être accepté aussi que tout ne sera pas parfait. Voilà, c'est pas grave, ce qui compte, c'est le moment où on est tous ensemble. C'est respirer, je reviendrai pas dessus, on a beaucoup respiré ce soir, mais c'était un peu ça. Hein, on inspire en 5 temps, on bloque la respiration en 5 temps et on recommence en 5 temps à expirer. Côté cadeau, bon allez, des petits cadeaux côté bien-être qui vont toujours faire plaisir, surtout des cadeaux qui disent je t'aime, mais je veux aussi que tu dormes mieux, que tu respires mieux et que tu arrêtes de stresser. Alors, tout d'abord, il y a le kit de survie émotionnelle, un petit sac avec une bougie au parfum. Je respire enfin, une tisane anti-stress, le fameux carnet dont je parle souvent pour écrire ce que l'on ressent, mais aussi pour râler, voilà. Et puis un masque de sommeil sur lequel il est inscrit « Ne pas déranger, je recharge mes batteries ». Il y a aussi le bon pour 1 heure de paix, voilà, c'est un bon imprimé qu'on offre à quelqu'un et qui va lui permettre… Ça très chouette, mais voilà. Je le prends celui-là. Mais exactement. Ça marche, ça marche. C'est pour les personnes qui n'ont pas 1 minute à elles et on leur offre 1 heure. 1 heure de quoi ? Mais c'est 1 heure sans enfant, c'est 1 heure sans notification, c'est 1 heure sans… Tu peux me rendre un petit service ou alors tu peux me dire ce qu'on mange ce soir ? Voilà. Et puis enfin, ça peut être aussi un atelier bien-être assez insolite, comme vous avez pu le découvrir dans toutes ces chroniques ces derniers mois. C'est un cours de sophrothéâtre, une séance d'aquasophrologie, une initiation au tai chi vietnamien ou alors une balade en forêt. La calinothérapie, t'en parles plus ? J'en parle plus. D'accord. C'est quoi ça ? Oh là. Joyeux Noël. Ah oui, quand même. C'était posé là sur mon… Alors ? Oh là là. David, la production de Synapse TV a le plaisir d'offrir à tous ses chroniqueurs un coffret cadeau spécial santé mentale. Oui, oui, oui. Mais merci beaucoup Marc. Bah, je t'en Alors, prie. concrètement, ce coffret, c'est T'étais pas un censé. temps pour toi, un moment pour faire le point sur ton stress, ta fatigue, ton sommeil, ta charge mentale, sans jugement, sans étiquette. Il contient un bilan bienveillant, un échange avec un professionnel et surtout des outils simples pour respirer, ralentir, mieux s'écouter. Prendre soin de ton mental, ce n'est pas attendre d'aller mal, c'est de la prévention, c'est de l'attention, c'est du respect. En t'offrant ce coffret, la production veut te dire « David, je te vois ». Tu comptes beaucoup et ton équilibre aussi. Mais c'est clair. Bah, merci beaucoup, Marc. C'est clair, David. Merci. Oui, c'est que David qui en avait besoin. Ah, Donc, bah, si j'ai vous voulez. tout pris. Voilà, c'est fait. Donc, l'année prochaine. Merci à vous tous. Merci évidemment d'être venus aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. On se retrouve pour une dernière émission qui sera diffusée le 25. Le jour de Noël, une émission un peu spéciale parce qu'on reçoit un invité de marque. Pas de moi, de Marc MAQ. Et donc, il va nous parler de la santé mentale en long, en large et en travers. C'est assez fascinant, donc on a hâte de le recevoir. On vous retrouve donc pour cette émission. Passez une bonne soirée et à tout bientôt. Bye bye à vous. Au revoir.